aussi pour le 30 minutes de présentation. Et ensuite, on passera à un échange et des questions. Super. Alors, il me dit recording in process de mon côté, c'est normal, j'imagine. Ouais. Il faut que je dise que c'est OK. Voilà. Bon, c'est bon, tout le monde m'entend bien. Je peux partager mon écran. OK. Alors, c'est parti. Coucou, coucou, coucou. Donc, j'ai 20 à 30 minutes. OK. Bon, je vais faire ça comme il faut. Voilà, là, ça devrait être bon. Partager. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Oui. Super. OK. Merci beaucoup euh, me permettre de faire cette présentation. Donc, en fait, qui est issu d'une discussion lors du dernier GDR, hein, enfin, il y a donc, où, en fait, la présentation de la technologie Rebal était un petit peu rapide. Et je pense que justement, aujourd'hui, c'est un petit peu l'occasion de pouvoir creuser un peu plus et d'aller un peu plus en profondeur. Donc, Juste pour- une minute, Romain. Est-ce que tu crois que ce serait possible d'augmenter ton son de micro ou de parler plus fort du micro, s'il te plaît? Je pense qu'on est plusieurs à ne pas bien t'entendre. Ah, mais attends, non, c'est peut-être parce que j'avais ma main devant le truc. Alors, est-ce que c'est mieux là? Bien mieux. Ah bah, pardon. Merci. Donc du coup, je vais raconter que c'était suite à une discussion qu'on a eue au dernier GDR, auquel on a participé à Nice, donc pour continuer un petit peu les discussions autour des technologies, autour des capteurs. En fait, Arribal, que je vais présenter maintenant, est une société qui s'intéresse depuis sa création hein, aux problématiques liées à l'anosmie et notamment via la collaboration étroite qu'on a avec le CNRS, hein, donc l'équipe de Mustapha Ben Safi que nombre d'entre vous connaissent. Voilà. Donc rapidement, Arribal, donc c'est une société c'est une société qui est issue du CEA, donc c'est donc une spin-off du CEA qui s'intéresse aux applications de la numérisation des odeurs. Ok. Donc, une odeur, donc physiquement, une odeur, c'est un cocktail de composés organiques volatiles hein, qui, donc suffisamment pour être volatiles, qui sont en fait toute une source d'opportunités ben voilà, de business hein, dans le cadre de l'activité commerciale de l'entreprise. Sur lequel en fait de nombreuses voilà, compagnies viennent amener une expertise sur la maîtrise de cette diffusion ou de cette incorporation d'odeurs dans des produits, que ce soit alimentaires ou cosmétiques. Donc ça, c'est plutôt la partie de gauche, hein, donc Flavor and Fragrances, Consumer Packaged Goods et Cosmetics. Donc pour aller vraiment voilà, proposer à leurs clients, les clients finaux des utilisateurs des produits, voilà, des choses qui sont en attente avec les consommateurs. Et donc, les applications liées à l'olfaction digitale sont tout ce qui est mise à disposition des fabricants d'un outil qui va permettre de bah, voilà, réduire euh, le coût du contrôle qualité, assister au développement de produits, au manufacturing, avec la création de databases évidemment pour venir comparer différentes formulations. Donc, on imagine un petit peu tout ce que ça peut donner derrière. Et c'est ce qui se passe. Hein. Donc, Arrival a un chiffre d'affaires dans ce domaine-là avec des compagnies privées. On a aussi, plutôt au milieu là, de la page, tout ce qui est un petit peu plus industriel avec la maîtrise de la qualité de l'air, l'automobile. On met aussi dans ce sac-là ce qui est robotique. Donc, c'est vraiment plutôt de la caractérisation des matériaux, là, hein, avec des prédictions d'alerte, donc en faisant des mesures régulières des ambiances olfactives. Euh, donc ça, c'est un autre secteur où, voilà, à nouveau, l'olfaction digitale a une perspective. Et enfin, le domaine un petit peu plus moyen terme, moyen long terme, qui est à droite, donc wellness et healthcare, donc c'est tout ce qui est santé avec les diagnostics non invasifs qui font intervenir
les odeurs, donc en fait, surtout donc à nouveau, hein, les odeurs, c'est dans le cerveau. Là, on est plutôt sur l'analyse des composés organiques volatiles émis par bah, notamment des micro-organismes. Donc, c'est tout ce qui est analyse des plaies, analyse des VOC émis par des boîtes de pétri, hein, donc c'est contrôle d'antibiogramme, des choses comme ça, donc qui marchent maintenant en routine chez nous et qui ont une valeur un petit peu plus, enfin beaucoup plus importante sur le moyen long terme et donc qui sont pour nous une stratégie moyen terme plus importante. Voilà, donc rapidement, hein, je fais un panel un peu schématique des différents types de technologies qui existent pour mesurer les composés organiques volatiles. Donc là, on est vraiment dans qu'est-ce qui est disponible de manière technique pour faire ces acquisitions donc d'odeur. À nouveau, on dit odeur parce que c'est plus simple à communiquer, mais physiquement, il s'agit bien d'un cocktail de composés organiques volatiles, hein. Et donc, il y en a quatre types, en fait, hein. Il y a la famille un peu plus traditionnelle qui est en haut à gauche, la GCMS, où on vient, appareil de laboratoire, hein, où on vient séparer, analyser les différents composés, et puis un temps de rétention qui est mesuré, et qu'on vient ensuite, voilà, donc ces appareils sont calibrés, donc là, il y a plein de choses qui sont très, très pointues, notamment pour le contrôle qualité, mais avec voilà, une performance qui est réelle, mais qui nécessite voilà, un personnel qualifié et un environnement laboratoire très strict. Donc, il y a des gaz porteurs, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est pas forcément si simple à utiliser, notamment sur le terrain. Donc ça, c'est le premier type un petit peu d'instrumentation. Donc alors j'ai mis juste GCMS, mais c'est GCMS et tous ses affiliés, hein, et tous ses successeurs, hein, si je puis me parler comme ça. Donc c'est tout ce qui est SIFT-MS, TOF-MS, enfin voilà, il y en a plein de types différents. L'idée à chaque fois, c'est d'identifier les composés organiques volatiles avec des techniques de séparation. Voilà. Il y a ensuite tout ce qui est specific sensor. Donc c'est vraiment là, on est sur des technologies qui viennent identifier un type de gaz en particulier pour, bah, notamment pour le quantifier en phase d'une législation, hein. Donc, là, il y a à nouveau, il y a pas mal de technologies différentes, donc les technologies électrochimiques, l'infrarouge, là, il y a le PID, donc le PID, lui, donc photoionisation détection, il est plutôt, enfin, il n'est pas forcément spécifique pour le coup, il vient plutôt mesurer un total VOC, donc il vient ioniser un peu l'échantillon qui est mesuré. Ensuite, voilà, dans la littérature des capteurs de gaz, il y en a dans tous les sens, hein, qui sont adaptés à tous les types de gaz. Les plus connus étant ceux pour la sécurité, pour le monoxyde de carbone. Donc ensuite, voilà, les capteurs de NH3, des capteurs de CO2, des capteurs de... Voilà, il y a un peu dans... il y a plein, plein de technologies différentes qui, à nouveau, s'intéressent uniquement à un capteur, à un gaz spécifique. Donc, lorsqu'on va s'intéresser à des problématiques, dans le cadre du GDR, plutôt sur l'anosmie, en fait, ça va pas bien marcher, puisque on va pas pouvoir empiler comme ça des cartouches de gaz différents spécifiques pour pouvoir mesurer de manière générique différents types d'odeurs. Voilà. En haut à droite, donc il y a tout ce qui est traditionnel Inos, donc c'est vraiment l'historique des nez électroniques depuis le début des années 80, hein, avec le papier originel de Krishna Perso, où là on vient donc avoir des capteurs qui sont non spécifiques cette fois-ci. Donc la technologie traditionnelle, c'est plutôt le capteur de metal oxide sensor, hein, donc des oxydes métalliques ou des polymères qui viennent interagir en fait chacun avec les composés organiques volatiles du signal mesuré. Et comment dire, ces objets ont largement été utilisés en recherche pour justement bah, venir à nouveau comme ce qu'on fait nous, hein, c'est-à-dire créer des databases et puis ensuite faire des comparaisons sur différents types d'échantillons dans énormément d'applications différentes. La difficulté, elle vient de la reproductibilité sur le long terme et la difficulté de calibrer, hein, ces appareils. Voilà. Et enfin, le dernier type sur lequel nous, on est un peu plus positionné, même si on est un peu au milieu de deux, mais c'est plutôt tout ce qui est bio-based, c'est-à-dire que là, c'est utiliser les briques technologiques du vivant pour s'en servir comme matériau d'interrogation d'un échantillon gazeux. Donc en fait, le bio-based, par définition, le plus abouti quelque part, c'est le nez animal, hein. Donc enfin voilà, le nez animal ou
les insectes ou voilà, donc, tout ce qui est en fait organisme vivant qui lui aussi sonde son environnement olfactif. Et en fait, Arrival enfin, prend des briques élémentaires du vivant, donc c'est ce que je présentais après, pour justement améliorer les défauts qu'on peut avoir lors de, voilà, qu'on retrouve dans les traditionnels INOS, en fait, voilà. Donc l'idée, c'est d'utiliser des biomatériaux qui vont des récepteurs olfactifs aux living cells et qui sont assez facilement personnalisables pour les différents besoins. Voilà. Donc ça, à nouveau, hein, c'est histoire de faire un panel, un petit peu d'un tour d'horizon des différentes technologies qui existent. J'ai pas mis de référence sur des revues, mais je peux vous fournir des revues à ce sujet. Il en existe des tas qui viennent faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe dans la littérature mondiale à ce sujet. Voilà. Donc nous, comment est-ce que donc Aribal, à nouveau, une société donc grenobloise qui a été fondée en 2014, comment est-ce que on met en œuvre ces technologies-là? Donc en fait, l'idée, c'est que Aribal va développer un capteur donc, qu'on appelle universel, c'est-à-dire que il est à nouveau, enfin, il est non spécifique, ou cette fois-ci, l'élément clé qui vient faire l'interaction entre le récepteur et l'odeur, c'est un peptide. Ok. Donc un peptide qui est j'aurais peut-être dû commencer par mettre la slide qui est là, pardon, voilà. Donc un peptide, voilà, c'est une chaîne d'acides aminés hein, et qui va être spécifiquement designé pour interagir avec nos composés organiques volatiles. Ok. Et donc ça, c'est de la force de Van der Waals hein, qui se passe dessous, donc électrostatique et Van der Waals, pour ensuite être attaché sur du silicium. Donc en fait, on utilise un transducteur silicium que je présenterai juste après, sur lequel on vient déposer des peptides et avec une formulation spéciale qui est donc justement tout le secret un petit peu d'Aribal, c'est-à-dire que nous, on est spécialisé dans quels peptides on choisit et comment on les attache sur le silicium pour rendre nos objets fonctionnels, hein, plus tout le packaging qui va derrière, que je présenterai rapidement. Mais le concept de base, c'est de dire que voilà, on utilise une brique du vivant donc élémentaire, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des protéines complètes, euh, même si on a des projets là-dessus, hein, mais qui, en fait, pourquoi est-ce que tout ce qui est intégrer le vivant sur de l'artificiel, ça marche pas bien? C'est parce que les durées de vie des objets vivants sont pas forcément compatibles avec des cas d'usage. Voilà, c'est que voilà, il y a des gens qui ont essayé de greffer des neurones, il y a eu plein de choses à ce sujet-là. Mais la durée de vie n'est pas suffisante. Donc, le peptide, lui, il est plus stable. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise et il possède quand même cette capacité de nous apporter la sélectivité liée au fait que ce soit une brique élémentaire du vivant. Donc, les peptides, donc, je ne vous donnerai pas leur formulation ni comment est-ce qu'on les attache, évidemment. Mais c'est bien ça qu'on utilise pour utiliser sur notre support silicium. Support silicium qui est là. Donc en fait, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous voyez ma souris. T- euh, ouais, si, ça doit marcher. Donc c'est à droite, là, le 64 MZIE. Donc ça, c'est des petits transducteurs en silicium qui sont utilisés, qui sont fabriqués, designés et fabriqués par le CEA à Grenoble. Et en fait, c'est un interféromètre optique hein, qui va être utilisé. Donc, l'idée de base, c'est qu'on va injecter de la lumière dans la puce au niveau de l'entrée, optical input, et on va lire la lumière qui sort au niveau de la matrice de sortie. Donc ça se fait avec un dispositif qui vient injecter la lumière, donc là, le petit VCSEL, donc c'est un mini laser, qui injecte la lumière sur la puce. À ce niveau-là, il va y avoir une interférence liée au passage de l'odeur. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que la lumière qui est injectée sur le canal va être divisée en deux. Et en fonction, donc, il y a un bras qui est enterré, pardon, qui va lui tout droit, et un bras qui va être mis à l'extérieur sur lequel on va mettre notre peptide. Et en fonction de l'interaction qui a lieu entre l'odeur et le Mach-Zehnder ouvert avec la fonctionnalisation, eh bien, la lumière va être ralentie. Et la caméra, elle, ce qu'elle va être capable de mesurer, c'est la différence de phase entre la lumière qui va tout droit et la lumière qui est ralentie.
Ok. Donc, ce qui est mesuré physiquement par le capteur imageur, c'est une intensité, mais par des formules de reconstruction qui sont propres à la technologie du Maxender, en fait, on vient calculer une phase reconstruite qui va être propre à chacun des peptides. Ok. Donc ça, à nouveau, si ça vous intéresse, j'ai plein de documentation là-dessus. Il doit y en avoir une ligne aussi sur les papiers qu'on a publiés. Mais le concept clé, il est là, c'est-à-dire que on vient mettre différents peptides sur un capteur silicium qui a 64 pistes, et sur chacune des pistes, on vient fonctionnaliser différemment, ce qui nous permet de faire une lecture en fait de l'odeur par une phase. Voilà. Et donc en termes de taille, voilà, ça fait quelques centimètres de long, notre capteur, on en voit un, on a quelques petites images qui sont faites. Euh, et donc, voilà ce que ça donne derrière, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une injection, en fait, chacun des peptides va aller à une hauteur qui va être propre. Bon. Touk ou touk. Euh, Est-ce que j'ai un exemple? Oui, pardon, c'est celui-là. Donc l'exemple qui est là, en fait, exemple of output, là, en fonction de différentes odeurs qu'on vient mesurer, donc là, on a quelques exemples, hein, poulet, lait, vin et poisson. Différents types de peptides vont être activés, c'est-à-dire que chacun des peptides va monter à une hauteur qui va être différente. Et c'est aussi ce qu'on peut regarder sur les intensités, hein, c'est-à-dire que des intensités ne vont pas avoir les mêmes phases, hein, les mêmes différentes de phases en fonction de la quantité de VOC qui est mesurée. Voilà. Donc ce système, en fait, il a le bon goût d'être générique, c'est-à-dire qu'il ne va pas être dédié à un type de gaz ou un type d'odeur. Et donc c'est pour ça que les sujets liés à l'anosmie sont pris à cœur dans la société depuis très longtemps. Et donc c'est aussi ce dont on va parler. Alors, oui, j'ai encore un peu de temps, ça va. Un peu dans la suite. Donc ça, c'est le concept de base. Donc c'est le capteur qui est packagé. Donc c'est vraiment de l'optique. Et autour de cette optique un petit peu élémentaire, on vient construire des instruments que je vais décrire après. Donc d'abord, voilà, ça c'est juste une petite photo de nos locaux pour expliquer que en fait, tout ça, ça se passe en salle blanche hein, pour que ce soit bien propre. Donc en haut, c'est la machine qui vient faire le dépôt des peptides sur le silicium. Donc, qui vient, voilà, c'est parce que c'est tout ça, c'est sur des toutes petites distances, hein. Et enfin, en bas à droite, là, c'est plutôt les ordis et les systèmes de setup qui viennent caractériser et fiabiliser les dépôts pour être sûr que ce qu'on a déposé est correctement et conforme à ce qu'on l'on fait en production. Voilà. Donc, on a une salle blanche, on peut monter en capacité jusqu'à 1 million de capteurs par an. Donc, on n'y est pas encore, hein, mais c'est les capacités des machines. Et c'est au niveau du wafer. Ça, en fait, ce qui est intéressant dans cette façon de procéder, c'est qu'on bénéficie de toute l'industrie du silicium. Voilà. Parce que voilà, c'est une industrie qui est très mature et en fait, les étapes de fabrication et de caractérisation, on peut s'en servir. Voilà. Donc ensuite, voilà, donc le capteur, on le retrouve là-dedans, en fait, dans cette petite brique élémentaire, et ensuite il est packagé dans des instruments que on vend à des clients, voilà, que ce soit facile d'être utilisé et que ce soit un peu plug and play pour mesurer et pour avoir une information qui est pertinente derrière. Donc l'appareil historique d'Aribal, c'est celui de gauche, là, qui s'appelle le Neos Advance, qui est fait pour être utilisé en laboratoire avec différents flacons. Donc là, c'est des petits injecteurs qui viennent prélever alternativement dans les différentes fioles là, qui sont présentées. Et le software, lui, il est adapté pour que ce soit plug and play, c'est-à-dire qu'on clique sur quel flacon on veut étiqueter, et puis hop, ensuite ça fait la séquence. Et on a donc ça, ce qu'on appelle le Neos Advance, là, avec le device et les accessoires. Et on a aussi toute une suite software pour faciliter l'acquisition et pour analyser les résultats. Voilà. Donc, c'est des choses un petit peu standards hein, dans l'analyse des électroniques, de pouvoir les analyses de signaux issus de plusieurs capteurs. Et en fait, on met en œuvre des algorithmes génériques pour que ce soit beaucoup plus simple d'utilisation. Voilà. Donc à droite, c'est plutôt le capteur. Donc, c'est vraiment la brique de base pour les gens qui veulent intégrer le capteur directement. Donc pour ceux qui font du firmware, du software, et qui veulent uniquement avoir le hardware qui donne la donnée pertinente. Et le capteur pardon, le produit qui est en train de sortir très bientôt, c'est le capteur portable
qui, lui, est designé pour les applications en dehors du laboratoire. Ok. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de sortir du laboratoire dans lequel on fait du contrôle qualité pour aller sur des mesures terrain. Donc on est vraiment voilà, sur un objet qui vient voilà, remplir plus de fonctions dans plus de cas d'usage différents. Donc, on est sur un objet qui est sur batterie, avec une connexion Bluetooth avec un téléphone et avec des calibrations. Euh, voilà. Donc là, j'ai fini la partie un petit peu présentation de la technologie avec les briques capteurs. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être ouvrir le chat. Avez-vous fait des essais appliqués à l'industrie du parfum, détection de copies, regroupement par famille chimique, par famille olfactive? Alors, tout à fait. Euh, la... Donc, l'industrie du parfum est évidemment, enfin évidemment non, mais est friand de ce genre d'outils. Et détection de copies, en fait, on a fait des essais avec euh, ouais, donc avec des collaborations. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans le parfum, les différences enfin, les différences entre des copies et des contrefaçons, entre des parfums originaux et des contrefaçons, ça se fait sur les notes plutôt de cœur et les notes de fond. Et donc, donc on a fait un travail là-dessus, notamment à comment s'appelle cette conf sur euh, excusez-moi, j'ai perdu le nom, la conf qui est organisée par justement l'école de Krishna Perso, ISON, voilà. À ISON, on avait fait un travail pour la détection de contrefaçon de parfum. Et en fait, ça marchait bien avec un seul bémol, c'est que le temps comment dire, d'accélérer l'évaporation n'était pas encore suffisamment optimisé. C'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait des parfums euh, plus leur copie, plus leur donc, copie contrefaite dans différents types de flacons et on injectait pour savoir à partir de quand est-ce qu'on pouvait faire la discrimination. On pouvait la faire, mais ça mettait quand même plusieurs heures, voire il me semble que c'était 10 ou 12 heures, je ne sais plus. Donc c'était quand même assez long. Donc il fallait travailler sur les protocoles d'accélération d'évaporation du parfum, ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Donc ça n'a pas été encore tout à fait appliqué. Et par contre, voilà, les industriels du parfum nous sollicitent pour le contrôle qualité et on travaille avec eux, notamment, pas forcément pour la détection de copies, mais plutôt pour la certification des batchs, pour les aider à dire si ce batch il est conforme ou non conforme. Voilà. Et pour tout ce qui s'agit du regroupement des familles olfactives, donc là, c'est plutôt, en fait, c'est assez difficile à faire cet exercice puisque les familles olfactives sont décrites par des descripteurs humains en fait. Et chaque école a sa façon de former ses nez avec différents types de descripteurs. Et en fait, il y a une notion de perception là-dedans qui n'est pas du tout prise en compte par l'appareil, hein. C'est un appareil qui mesure des VOC. Donc nous, on regroupe plutôt par famille chimique. C'est-à-dire on sait regrouper bah, voilà, des alcools, des acides, des amines, des aldéhydes. Et ça va bien marcher. Mais par contre, pour ensuite faire correspondre, par exemple, une note animale ou un muscle ou des choses comme ça, eh bien ça va être beaucoup plus difficile, puisque, à nouveau, c'est très dépendant de comment a été entraîné l'algorithme. Je ne sais pas si la réponse est... Et je ne sais pas comment je fais. Je prends la liste des questions et j'enchaîne. Ça vous va, oui? Non? Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a envie de réagir ou non. Bon. Bon, on va dire que j'enchaîne. Voilà. Quid de la distance et de la concentration? Alors, excellente question. Donc, la distance, j'imagine que c'est la distance au prélèvement et la concentration de VOC mesurée. Donc, en fait, la concentration de VOC mesurée, effectivement, elle est très, enfin, elle influence fortement sur la phase que l'on mesure. Et en fait, on utilise des techniques de normalisation qui sont un petit peu standards aussi dans la façon voilà, de procéder avec des technologies de nez électronique. En fait, l'utilisation de normalisation vient gommer cet effet concentration. C'est-à-dire que les signatures olfactives qu'on obtient vont être à peu près stables dans les plages de concentration détectables et mesurables. Si on va à des concentrations beaucoup trop fortes, ça va moins bien marcher. Mais souvent, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que
les nez électroniques sont sollicités pour des concentrations qu'on espère être de l'ordre de grandeur du nez humain, ce qui n'est pas le cas, hein. On est au-dessus d'un nez humain, mais voilà, c'est plutôt aux faibles concentrations, et là, l'effet normalisation marche plutôt bien. Voilà. Ensuite, Ce que je vous oui, propose, c'est euh, de vous laisser le temps de finir votre présentation, notamment avec le projet Rose, et puis on ok, pourra revenir on sur les reviendra aux questions questions après. à la Ok, fin, en reprenant à partir de la question ok, de Sébastien sur la durée de vie des capteurs. super, merci d'intervenir. Alors, je vais continuer donc sur le projet Rose. Donc ça, c'était voilà la famille des produits qui, en fait, vous avez bien compris, hein, ces produits, ils embarquent la technologie Arrival, hein. C'est juste des boîtes, alors voilà, avec de la peinture et du software électronique. Mais l'idée, c'est que la valeur apportée par Arrival, elle est dans ce que peut fournir la technologie. Voilà. Donc ensuite, voilà, c'est pas, voilà, non, c'était juste ça que je voulais ajouter. Ensuite, donc le projet Rose, il s'inscrit dans un contexte un petit peu particulier d'anosmie qui impacte énormément de monde, qui a été un petit peu mise en valeur avec ce Covid-19, donc avec des effets délétères sur la qualité de vie. Donc ça, c'est vraiment des choses que le GDR suit de près, donc je ne vais pas passer non plus beaucoup de temps là-dessus. Mais l'idée, c'est que l'équipe Rose, elle a été construite en 2019 puis 2020 au sein d'un projet H2020, donc Rose Consortium, qui est drivé par Mustapha Ben Safi, hein, au CNRL. CRNL, pardon, je me trompe à chaque fois, donc qui est spécialiste vraiment donc neuroscientifique, donc ce projet il vise à mettre ensemble des neuroscientifiques, des médecins et des gens qui font de la technologie. Donc on a Mustapha Ben Safi qui lead le projet, hein, sur la partie neurosciences, sur la partie clinique. Donc on a Thomas Hummel à Dresde, qui est quand même très connu, avec euh, Yordanis à Thessaloniki, donc, qui s'occupe aussi de la partie clinique avec donc, des patients qui sont anosmiques. Donc ça, c'est vraiment l'équipe médicale qui vient tester les designs qui sont proposés par Rose. Et puis l'équipe un peu plus technique, donc avec le CEA qui, cette fois-ci, fait plus des capteurs optiques CMUT, euh, NZI, mais cette fois-ci des capteurs CMUT, donc c'est vraiment des membranes vibrantes. C'est des technologies qui sont utilisées notamment dans les sondes échographiques, hein, qui est technologie MUT, et donc qui, eux, sont sur la partie fabrication de capteurs qui sont ultra miniaturisables. C'est la perspective qu'ils apportent, c'est la miniaturisation à l'extrême. Le PFL pour l'aspect microtechnologie avec des électrodes qui vont être utilisé voilà, pour la transmission de l'information détectée. Et puis Aribal qui s'occupe d'amener voilà, les capteurs qui viennent faire la détection des odeurs. Et Polymi qui est spécialiste en design et en ingénierie mécanique pour justement en faire quelque chose d'utilisable. Donc quelque chose qu'on détecte et qu'on vient ensuite stimuler. Comment est-ce qu'on fait pour que ça se soit à peu près utilisable par les patients? Donc c'est vraiment des spécialistes du design. Voilà. Donc ce conglomérat, voilà, lui, il a vocation à créer ce qu'on appelle un Digital Olfaction Module. Donc c'est voilà, c'est un grand nom pour dire que c'est un objet qui va servir à mesurer des odeurs et à faire des stimulations pour ensuite tester ça donc dans des laboratoires académiques et chez des patients. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, consortium multidisciplinaire qui vient s'inscrire pour faire ce projet avec donc voilà, une solution qui se met en face des différents paradigmes qui existent, hein. Donc, sur l'anosmie, il y a le médication, donc la prise de médicaments qui vient effectivement aider sur la simplicité et sur lorsque les narines sont bouchées, en fait, tout simplement, mais qui va pas marquer dans pas mal de types d'anosmie. La chirurgie qui marche plutôt bien pour les polypes, mais qui est assez invasive, hein. Et puis enfin, le smell training, qui est donc quelque chose qui a été quand même pas mal mis en valeur avec le Covid, donc le principe, hein, c'est de s'entraîner à sentir des flacons d'odeur précises tous les jours.
pour stimuler ce sens de l'olfaction. Malheureusement, il y a pas mal de patients pour lesquels ça marche pas du tout. Donc, en fait, nous, on vient proposer une solution un petit peu originale, technologique, qui s'appuie sur des compétences multiples pour redonner une information liée à la présence d'odeur. Et donc, je le mets en moins tout de suite, hein, c'est qu'on ne redonne pas l'olfaction aux gens, hein. Vient plutôt, donc l'analogie, c'est de dire que on a une canne pour des aveugles, hein. Voilà, on ne redonne pas la vision, on a quelque chose qui va leur permettre de détecter et de quelques types d'odeurs différents dans leur environnement. Voilà. Mais absolument pas de rendre l'olfaction comme s'ils étaient normosmiques. Voilà, on n'est pas là. Mais bon, voilà, c'est une première étape. Donc, l'idée, c'est que on part voilà, d'initial ID, donc des idées de base, c'est-à-dire voilà, de mettre en place un module d'olfaction digitale qui vient lier des molécules odorantes à une stimulation de la personne. Et voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui, c'est-à-dire que on a d'un côté un capteur qui est euh, sur table, donc ça c'est le fameux Neos Advance, hein, qu'on a maintenant mis sous format un peu plus portable pour les applications terrain, mais c'est la technologie, elle est connectée à un ordinateur. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est la partie verbale, et de l'autre côté la partie plus EPFL où eh bien il y a un appareil qui est certifié médical pour qu'on puisse l'utiliser et puis déclencher des petites stimulations. Voilà. Donc, et ces stimulations ensuite sont propagées jusqu'au bout de l'électrode, là, entre les lunettes, parce qu'elles sont ensuite c'est porté sur des lunettes, pour qu'on puisse faire le pont entre une odeur et puis une stimulation. Euh, donc c'est à nouveau, c'est une preuve de concept TRL3 qui vient poser le principe et un futur lorsque on décidera d'augmenter le niveau de TRL. Et puis donc en Vision Future, donc il y a aussi des versions un peu plus intégrées sur lesquelles il y a un travail notamment qui est mené par Polymi, hein, qui vient un petit peu préparer l'acceptation et l'utilisation de ces objets et sur lesquels je vais peut-être passer un tout petit peu de temps là sur la fin du séminaire, puisque c'est ça qui est discuté et qui va être un petit peu proposé aux patients. C'est-à-dire que bah voilà, on a différents types de devices avec différents types de, euh, de design en fait, hein, qui vont être proposés. Donc ça, c'est vraiment à nouveau, hein, c'est l'équipe de Marina Carouli à Polimi qui propose ça. Et l'idée, c'est de travailler sur des questionnaires en disant, bah voilà, sur ces différents types de design, lesquels vous utiliseriez, pourquoi, et qu'est-ce qui vous serait le plus pratique à utiliser. Donc, c'est des choses qui sont, voilà, donc les prototypes sont fabriqués, sont ensuite présentés avec un questionnaire aux patients et avec, voilà, qu'est-ce que vous préférez. Enfin, voilà, c'est vraiment pour anticiper, entre guillemets, la progression technologique de ce type d'objet. Puisque là, en fait, à partir du moment où on a preuve de principe, il s'agit ensuite de packager tout ça pour que ça en fasse quelque chose qui ressemble à ce que l'on projette d'utiliser. On avance vraiment sur les deux jambes en même temps. Voilà. Donc concrètement, bah, ça consiste à faire rentrer, si on prend cet exemple-là, hein, de faire rentrer dans dans les petites boîtes tout ce qu'il nous faut pour que ça fonctionne bien. Donc on a des pompes, des batteries, des capteurs, des chargeurs pour donc, des composants techniques à ce niveau-là, et ensuite de faire des essais, parce que on pense évidemment que, enfin voilà, techniquement, il y a beaucoup de travail pour que tout ça se soit produit et testable, mais derrière, ce qui nous intéresse surtout, nous, c'est le retour des essais patients pour qu'on puisse avoir un feedback très très vite sur ça, ça va, ça va pas, pour améliorer notre copie. Voilà, j'avais pas forcément prévu d'autres choses. Peut-être qu'on peut laisser pas mal de temps maintenant pour les questions. Je ne sais pas si c'était complet, si ça convenait. Oui, donc merci beaucoup Romain pour cette présentation très intéressante. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe sur la partie sur les questions, reprendre la liste des questions, notamment sur les capteurs, en Oui. reprenant à partir de la question de Sébastien sur la durée de vie des capteurs. Ok, pas de souci. Alors, question. Donc, quelle est la durée de vie des capteurs? Alors, les capteurs, en fait, donc ça va dépendre de l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire que si on utilise
tous les jours en H24, 7 jours sur 7, bah, ils vont se dégrader plus vite que si on les utilise de temps en temps. Malgré tout, nous, on a des jeux de données sur lesquels ça peut durer 6 mois, 1 an sans souci en mesurant de manière très fréquente. Donc, euh, donc j'ai envie de dire, ça va dépendre de l'usage, mais on est plutôt sur, je dirais plutôt 1 an, voilà, à peu près en termes de durée de vie. Maintenant, euh, c'est aussi comment dire, en fonction des gaz qui sont proposés. C'est-à-dire que si par exemple si on va mesurer avec des gaz corrosifs, donc des soufres ou des amines un petit peu qui peuvent dégrader l'appareil, eh bien ça vient dégrader aussi le peptide en lui-même. Mais globalement, enfin, on a des données qui montrent qu'au bout d'1 an, ça se passe sans problème. Voilà. Ensuite, le capteur, il est changeable de manière très simple, c'est-à-dire que la mécanique a été très travaillée pour qu'on puisse simplement enlever la puce et la remettre, ça s'aligne tout seul. Donc, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc, ça devient un peu inconsommable. Mais voilà, à nouveau, enfin, par exemple, il y a des gens qui l'utilisent dans des usines, et les capteurs marchent depuis plusieurs mois, voire années, sans problème. Voilà. Euh, Ensuite, donc, combien de molécules odorantes sont-elles enregistrées et transformées en signaux optiques dans votre banque actuelle? Alors, en fait, donc ça, c'est aussi. Malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas divulguer, mais évidemment que, on a de nombreuses molécules odorantes uniques qu'on vient enregistrer et dont on vient faire des bases de données. Et c'est aussi ce que font. Donc chez nous, voilà, je ne vais pas donner le nombre exact, mais c'est plusieurs centaines, voire presque 1000. Et derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est surtout quelles sont les différentes classes chimiques de ces molécules pour pouvoir qualifier la performance de ce qu'on dépose. Et en fait, il y a aussi beaucoup de nos clients qui achètent notre capteur justement pour tester ça. C'est-à-dire que eux, ils viennent avec leur cas d'usage et ils viennent enregistrer énormément de molécules différentes pour un petit peu ensuite pouvoir naviguer dans leur bibliothèque olfactive de leur cas d'usage pour ensuite voilà, commencer à bâtir une réponse autour de. Enfin, pardon, pour commencer à bâtir un use case autour du capteur dans leur cas d'usage à eux. Voilà. Donc, c'est plusieurs centaines. Voilà, réponse. Impact de la distance à la source et de la concentration sur la performance de détection. Ah, ça, c'est la reprise de la question d'avant. Pardon. Donc, la distance à la source, Euh, ça, c'est, comment dire, c'est le gros challenge, c'est-à-dire que quand on est en environnement ouvert par rapport à des échantillons de laboratoire, c'est clair que c'est très très difficile, c'est-à-dire qu'il faut vraiment rapprocher le capteur de l'odeur. Donc il y a un aspect manuel, hein, c'est-à-dire qu'il faut déjà identifier la source de l'odeur et ensuite rapprocher le capteur pour connecter le système d'aspiration. Donc ça, en fait, on a différents accessoires hein, qui viennent aider, notamment c'est le capteur portable, là. Je ne l'ai pas présenté trop, mais il est où? Voilà, il est là, celui du milieu, là. Eh bien, en fait, ici, si on vient mettre le capteur directement dans un environnement, il n'y a pas grand-chose qui va être détecté puisque on est largement en dessous de la limite de détection. Donc, typiquement, un champ qui va sentir l'engrais ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est tout ce qui est perception humaine, hein, à nouveau, met en jeu le nez humain, donc avec des performances de détection qui sont euh, très, très précises et bien meilleures que celles qu'on peut faire de manière technologique, pas seulement Arrival, hein, même les autres. Et par contre, à partir du moment où on peut, enfin, pas entre guillemets, approcher le capteur de l'odeur, eh bien, presque le coller à la source de l'odeur, là, on va avoir une détection. Nous, on utilise aussi beaucoup de mouillettes de parfumeur, c'est-à-dire que la mouillette, on vient la positionner devant le capteur. Donc, on a des accessoires dédiés pour ça, pour standardiser. Et il y a aussi, il faut le dire, hein, quelques cas sur lesquels ça marche, même en environnement ouvert. Donc ça, c'est tout ce qui est détection, par exemple, d'odeur de fumée, fumée de cigarette. Et ben, en fait, les capteurs sont suffisamment sensibles pour qu'il y ait de l'accumulation et qu'on puisse faire une discrimination à ce stade-là. Voilà. Donc là, la distance à la source, je dirais, il faut de manière fortement recommandée être collé à la source ou très très proche de la source, ou alors utiliser des accessoires qui viennent vraiment standardiser la prise de mesure devant l'appareil. Voilà.
sauf dans quelques cas où on a une détection en volume. Voilà. Quelle est la sensibilité des capteurs en mol par litre ou autre? Donc en fait, nous, la sensibilité, on la qualifie. Donc, pour moi, sensibilité, c'est la pente de la courbe signal versus concentration. Et concentration étant en phase gazeuse. Mais ça, c'est pas très pratique, la concentration en phase gazeuse, mais elle est souvent décrite en ppm. Et ensuite, donc partie par million, mais ça va être différent entre si c'est partie par million volumique ou partie par million massique. Donc déjà, il y a un premier problème à ce niveau-là. Donc souvent, c'est du volumique quand même, hein, qu'on décrit. Et en fait, ce qui est assez pratique, par contre, de faire comme travail pour travailler sur ces sensibilités, c'est de partir de dilution liquide. C'est-à-dire qu'en liquide, sur une molécule, eh ben, on la dilue par log de 10 et on vient faire des courbes comme ça de signal versus dilution liquide. Et la dilution liquide est en fait transférée en concentration gaz par la loi de Henry, en fait, hein, loi de Raoult, la loi de Henry qui viennent faire le lien entre la concentration dans le liquide et la concentration en phase gaz. Et donc, pour revenir à la question initiale, quelle est la sensibilité des capteurs donc à différentes espèces, en fait? Eh bien, ça, ma réponse, ça va être de dire que c'est le travail que l'on fait en routine chez nous. Enfin, en routine, c'est le travail de qualification des capteurs que l'on fait, donc qui va dépendre. Donc, en fonction des capteurs produits, on ne va pas avoir les mêmes sensibilités à différentes espèces aussi. Donc, en fait, les espèces, on a des espèces modèles, hein, qui sont de différentes familles chimiques. Et nos capteurs, donc on en qualifie une dizaine par exemple, eh bien, on va avoir des matrices comme ça de sensibilité avec 10 capteurs et 10 espèces chimiques, et chacun va avoir sa sensibilité pour son espèce. Mais globalement, si je peux donner une limite un petit peu comme ça, grosse maille, on est sur une limite de détection de l'ordre du ppm. Voilà. Donc ppm, pour un œil humain, c'est assez concentré quand même, hein. Voilà. C'est des odeurs fortes. Voilà. Et ça, c'est la limite de détection, c'est-à-dire qu'à partir de ce signal-là, ce ppm-là, on est capable de faire des mesures qui sont fiables. Et évidemment, on va au-dessus de manière linéaire. Donc là, ça commence à être des choses sur lesquelles on peut travailler. Mais à nouveau, c'est un instrument qui permet de faire du contrôle qualité et des mesures sur lorsqu'il y a une odeur qui est franche. Donc voilà, ce n'est pas de la détection de subtilité, par exemple, comme pourrait faire un parfumeur sur des notes très très sensibles. Voilà. Donc, on est sur des choses assez franches qui viennent faire du contrôle qualité rapide. C'est le cœur de métier d'Aribal. Voilà. Quel est le temps de décharge des capteurs? Le temps nécessaire pour charger avec une nouvelle nécessaire. Ok, très clair. Donc ça va dépendre de combien de temps on injecte l'odeur. Mais globalement, donc sur une injection normale, enfin normale, nous, les cycles d'injection qu'on propose, c'est une baseline, c'est-à-dire une mesure de l'air ambiant. Donc ça, c'est aussi, pardon, c'est un truc que j'ai pas forcément noté et qui est quand même assez important, c'est que c'est des objets, donc les capteurs Arrival, ils marchent à l'air ambiant. Ok, donc il n'y a pas de gaz porteur comme il y aurait dans une GCMS où il y a pas de bouteille à apporter avec pour que ça fonctionne à l'air ambiant. Donc avec les humidités qui varient aussi en fonction du temps. Mais ça, ça fait partie voilà, du cahier des charges que l'on s'est donné. Et lorsqu'on fait un cycle d'injection, eh bien, il y a 10 à 15 secondes de ce qu'on appelle baseline, donc mesure de l'air ambiant. Et puis ensuite, on injecte entre 30, 40, allez, maximum 1 minute pour avoir une signature stable. Et ensuite, le temps nécessaire pour renouveler, c'est pareil, c'est une petite minute. Bon, en laboratoire, en manière vraiment très très contrôlée, on préconise 3 à 5 minutes pour être sûr que tout soit désorbé, pour faire des mesures ultra précises. Lorsqu'on est en dehors du laboratoire, en 1 minute, on a largement désorbé tout ce qu'on voulait. Voilà. Peut-être serait-il. Donc, pardon. Et si, dernier point, ça va dépendre à nouveau de ce qu'on injecte. C'est-à-dire qu'il y a des composés qui s'appellent des composés poison, hein. Donc, les soufres, l'ammoniac, pour ne pas les nommer à nouveau, hein. Et ça, en fait, ils ne viennent pas interagir avec le capteur. Enfin, ils viennent, si, pardon, ils viennent aussi interagir avec le capteur, mais c'est surtout qu'ils viennent se déposer partout sur la fluidique. Parce qu'il y a une petite fluidique, hein, pour ramener l'odeur jusqu'au capteur. Et cette fluidique, elle peut se contaminer s'il y a des espèces poison qui viennent se mettre dedans. Ça, c'est la raison pour laquelle, notamment, les, euh, les GCMS et autres outils de ce genre ont des systèmes de régénération des tubings
qui sont donc tubiques en inox qu'on chauffe très fort pour pouvoir tout désorber. Voilà. Et donc, si on est sur des mesures terrain, donc nous, on ne fait pas ce genre de régénération un petit peu laboratoire qui nécessite voilà, plein de choses. Mais si on n'a pas ce genre de cas, eh bien, voilà, en 30 secondes, une minute, allez, max 2 minutes, on peut refaire une nouvelle mesure. Donc, peut-être serait donc cette question est facile. Oui, merci. Super, merci, merci. OK. Comment l'espace chimique et perceptif sont-ils reliés? Excellente question. Eh ben, en fait, donc ça, c'est des questions que se posent les neuroscientifiques, hein. Donc, comment dire, je renvoie la question à Mustapha. Non, non, en fait, l'espace chimique et l'espace perceptif euh, sont reliés par le cerveau quelque part. C'est-à-dire que l'espace chimique, qui est une molécule enfin qui est voilà, une classification basée sur à quelle classe chimique appartient la molécule. Et donc ça c'est l'espace chimique. Donc on a décrit de manière scientifique les différentes molécules en fonction des atomes, tout ça. Donc ça vous connaissez bien tout le monde. Et perceptif, donc perceptif, c'est vraiment qu'est-ce que cette molécule induit comme perception. Et comme perception, moi c'est pas mon domaine à nouveau, hein, mais c'est plutôt ce que j'entends, c'est qu'est-ce que ça quels sont les neurones qui sont dépolarisés dans le cerveau au moment où on le respire l'odeur. Donc, il y a bien l'odeur qui est amenée jusqu'à l'épithèle olfactif. Cet épithèle olfactif converti donc de manière voilà, beaucoup plus fine que ce qu'on fait, hein, parce qu'il y a 400 récepteurs. Donc le cerveau voit un signal à 400 dimensions hein, de l'odeur qui est aspirée, et ensuite ça c'est emmagasiné en base de données, et en fonction de plein de choses, donc du contexte, de l'historique de la personne, de la culture, de tout ça, eh bien ça vient provoquer une décharge voilà, une décharge, pardon, une, voilà, une sensation qui est en fait des neurones qui se dépolarisent de manière synchrone et dans le cerveau. Mais à nouveau, c'est pas du tout mon domaine. Mais quelque part, pour moi, plutôt scientifique que physicien, quoi, une odeur, ce serait plutôt comment est-ce qu'on est capable de visualiser ces neurones qui interagissent lorsqu'on a une odeur qui arrive. Voilà. Et ça c'est l'odeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, plus que l'odeur qu'on a dans le sens commun qui est bah voilà, une odeur, c'est plutôt le gaz qui est au-dessus d'un flacon de parfum, par exemple. Et donc, donc, pour revenir au lien entre les deux, eh bien, il est assez complexe, assez subtil, d'autant que c'est pas forcément très clair encore qu'est-ce qui provoque des perceptions chez l'humain quand on perçoit une odeur, hein. Donc il est complexe, voilà. Il est complexe, mais il est aussi très intéressant pour les chercheurs qui s'intéressent à cette communauté. Merci. Les peptides sont sensibles à tout ensemble de molécules, c'est cinétique, c'est bien cela. Euh, alors, les peptides sont sensibles à tout un ensemble de molécules, oui, et c'est le signal optique qui en diffère. Alors, en fait, les peptides, ils sont déposés, je vais reprendre, voilà, je vais reprendre ce truc-là. Les peptides, ils sont déposés sur le silicium, c'est-à-dire que, eh bien, à ce niveau-là, les différentes bulles de couleur, là, ça, c'est en fait un peptide qu'on vient déposer sur le capteur. Et lorsqu'une molécule ou un cocktail de molécules va lécher la molécule, en fait, hein, parce qu'on a un petit système fluidique, là, je n'en ai pas trop parlé, mais là, il y a une entrée et une sortie, et c'est avec ça qu'on va pouvoir diriger l'odeur vers le capteur. Ça va venir lécher les interféromètres, et ça va créer, en fait, lorsque l'odeur va arriver, ça va créer une interaction entre le peptide et la molécule, et ce qui va localement changer l'indice optique au-dessus du Mach Zehnder. Ok. Et ça, ce changement d'indice optique va créer, en fait, va créer un frein, et la lumière va aller moins vite. Donc ça va créer le déphasage. Donc, dans le cas d'un mélange, effectivement, il y a compétition des molécules vis-à-vis des capteurs, tout à fait. Et c'est ce qui fait que, notamment, bah, pour avoir de la sélectivité, ça ne va pas être évident. Et c'est le problème de tous les nez électroniques, hein. Donc, par exemple, quand il va y avoir un fort saut d'humidité, quand il va y avoir une injection avec un très très fort taux d'humidité, eh bien, l'immense majorité des molécules injectées, c'est de l'eau.
donc qui vont tout interagir avec les peptides. Et donc, le jeu, ça va être de détecter ce qu'il y a en plus de ce qui est dû à l'interaction entre l'eau et le peptide. Donc ça, c'est le cas entre eau et un autre composé, mais ça va être le cas dans les parfums, par exemple. Quand on va injecter un parfum, on va avoir quasiment que de l'éthanol au début, puisque l'éthanol est le composé majoritaire qui va être quelque chose enfin, qui intéresse personne, parce qu'on sait très bien que la majoritaire, c'est l'éthanol, et c'est pas ce qu'on va mesurer. Mais malgré tout, quand on vient mettre un objet technologique qui mesure un parfum, ce qu'il va voir, c'est de l'éthanol à 95%. Pour la personne olfactive et effectif, cela permet de détecter les aliments omineux et la fuite de gaz. Alors, donc, l'affichage de la machine est la présence des molécules volatiles qu'elle écoute la machine. Donc, pour les personnes en déficit olfactif, effectivement, la première chose qu'on nous demande lorsqu'on parle à des anosmiques, c'est de dire, ah ben moi, votre appareil m'intéresse et je voudrais détecter que ce que je peux manger, c'est sécuritaire, c'est-à-dire que j'ai le droit de le manger et je n'aurai pas de problème. Et la fuite de gaz, puisque quand je laisse allumer chez moi, je dois être sûr qu'il n'y a pas de fuite de gaz parce que je suis incapable de la détecter. Puisque dans la gaz, voilà, dans le gaz de ville, on ajoute un composé qui vient aider à la détection. Donc, c'est des thiols auxquels le nez humain est très sensible. Donc, le premier point, donc les habillements allumés, en fait, c'est extrêmement, d'un point de vue un petit peu euh, engagement, prise de risque, en fait, c'est extrêmement risqué de dire je mesure un aliment avec l'appareil Arribal et je certifie qu'il n'est pas abîmé. Ok, parce que dans ce cas-là, eh bien, le moindre problème va créer comment dire, bah, voilà, un risque ouais, de responsabilité. Donc, Arribal va être attaqué et tout ça. Et donc, en fait, il n'y a aucune société qui prend le risque de dire qu'un habillement est abîmé, qu'un aliment est abîmé en se basant sur la composition olfactive. Voilà. Donc, et c'est un peu malheureux parce que c'est justement la demande, mais c'est assez difficile à effectuer, c'est-à-dire de détecter un aliment avarié uniquement sur le gaz. Mais c'est pas tant ça le problème. Le problème, il est plus que la responsabilité qui est prise est très très forte par rapport au. Bah, s'il y a un faux négatif, malheureusement, ça va très mal se passer pour la société. Voilà. Et pour la fuite de gaz, en fait, eh bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que certifier qu'il n'y a pas de fuite de gaz, ça va être compliqué. Et donc, c'est plutôt des capteurs spécifiques qui sont utilisés dans ce cas-là. Donc, les fuites de gaz, voilà, pour le monoxyde de carbone notamment. Et donc, bon, ensuite, c'est plutôt les histoires de chaudière, hein, mais le problème, il est plutôt de l'ordre juridique. C'est-à-dire que, bah voilà, détecter ce genre de use case, ça veut dire certifier qu'il n'y a pas. Et avec la sensibilité des objets qu'on a, malheureusement, c'est pas tout à fait accessible encore, même si c'est la première demande des anosmiques. Donc, quelque part, les anosmiques sont souvent déçus par ce qu'on propose parce que c'est la première chose qu'ils demandent et enfin, on sait faire des choses, hein. À nouveau, on n'est pas nul dans ces domaines-là, mais l'engagement qui est pris est très très grand. Voilà. Donc c'est compliqué de dire voilà, on sait faire. L'affichage de la machine et la présence de molécules volatiles. Oui, on peut. Donc on peut dire il y a des molécules volatiles ou il n'y en a pas. Tout à fait. Donc ça marche bien. Donc notamment qu'est-ce qui est et il y en a combien, voilà aussi quelle intensité. Quel est le coût de la machine? Ça dépend ça dépend de qu'est-ce qu'on met dessus. Donc, la machine portable elle est plutôt de quelques milliers d'euros et la machine laboratoire, c'est plutôt 10 000 à 15 000 euros. Voilà. En fonction des accessoires qu'on prend, en fonction des softs, en fonction de tout ça, mais c'est de l'ordre du millier d'euros. Voilà. Euh, Au sujet des nez artificiels miniatures, il s'agit donc de baisser le seuil de détection de la personne en envoyant un signal chimique proche du nez. Non, non, en fait, pardon, j'ai peut-être pas été clair, mais l'idée, c'est donc dans le projet Rose, l'idée, c'est on est en face de gens qui sont anosmiques, donc ils n'ont plus aucune détection d'odeur. Et nous, on vient proposer un premier setup qu'on pense être miniaturisable pour venir à la fois détecter une odeur et donc aujourd'hui, ça se passe dans des softs, tout ça, et ensuite stimuler
la muqueuse olfactive. Donc, l'idée, c'est de profiter du nerf trijumeau qui est donc qui innerve un petit peu tout l'intérieur du nez, mais même toute la face, pour venir communiquer des informations sur une odeur qui a été détectée et venir stimuler électriquement, clouc, 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 euh, le nez pour renseigner sur la présence d'une odeur. Voilà. Et en fait, le pari, c'est de dire que le capteur Hannibal va être capable de différencier, de détecter différents types d'odeurs grâce aux peptides. Donc, on va pouvoir faire plusieurs classes d'odeurs, en fait, hein. Je ne sais pas si j'ai un exemple de classe. Voilà, typiquement celui-là. Eh bien, des, euh, en fonction des signatures détectées, on va pouvoir assigner à chacune des signatures donc une classe et derrière une stimulation électrique qui vient donc renseigner la personne qui, à nouveau, n'a plus du tout d'odorat. Il faut se placer dans ce contexte-là quand on ne sent plus rien pour dire, bah voilà, bah, si j'ai ce type de signal qui est détecté par le capteur. Donc, mais ça, c'est caché hein, quand la détection. Donc, on vient mettre l'objet sur le poulet, quoi, et hop, ce qui est renvoyé à l'utilisateur, c'est une stimulation électrique qui a été préalablement euh, apprise, pardon, pas apprise, programmée par rapport à ce type d'odeur détectée. Donc, on vient mapper différents types de stimulation vers différents types d'odeurs, pardon, vers différents types de stimulation pour que l'aspect, entre guillemets, mesure d'odeur, peptide, tout ça, ce soit caché. Utilisateur. Enfin, on veut vraiment aller jusqu'au bout, c'est-à-dire donner un objet qui mesure des odeurs et qui stimule électriquement le nerf trijumeau. Voilà. Et toute la tambouille, toute la filasse qui est derrière, c'est pas l'objet de la Nosmix, ça. Voilà. C'est la partie capteur est cachée, en fait. Voilà. Merci pour ces questions. Je vous propose de terminer avec une dernière question et puis ensuite on pourra clôturer le webinaire. Alors, vous dites que l'eau interagit avec les peptides. Que pensez-vous de la mémoire des molécules d'eau qui auraient contenu des molécules odorantes? Alors, je n'ai pas compris cette histoire. J'apparais en tant que Anne, mais je suis, et ma dernière question n'est pas une plaisanterie, mais la sensibilité de l'Avogadro. Alors, ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que les molécules d'eau peuvent donc effectivement contenir des molécules odorantes. Donc ça, j'en suis persuadé aussi, c'est-à-dire qu'elles véhiculent avec elles des molécules odorantes. Et, euh, et oui, ça interagit avec les peptides. Euh, Ensuite, nous, ce qu'on pense, c'est que l'interaction, elle a lieu, enfin, j'ai peut-être pas suffisamment décrit le cycle, mais elle a lieu de manière temporaire. C'est-à-dire que les molécules d'eau, certes, elles embarquent et elles véhiculent des VOC, mais ensuite, lorsqu'on vient flusher, c'est-à-dire faire la phase de désorption, ces molécules d'eau-là, elles partent. Et ce qu'on pense, c'est qu'elles partent avec leurs VOC, plutôt que laisser les VOC sur les peptides. Enfin, dit autrement, l'eau n'est pas un composé poison pour les peptides. Ce qui est poison, c'est plutôt tout ce qui est, ce qui se dépose dans la fluidique, qui vient en permanence relarguer sur les peptides des VOC, ce qui vient perturber la mesure suivante, voilà, puisqu'on n'a pas un niveau de base qui est identique à avant pollution. Voilà. Et ce que je pense aussi, c'est que les molécules d'eau qui contiennent les molécules odorantes, une fois qu'elles ont interagi avec le peptide et qu'elles s'en vont, elles prennent avec elles la molécule odorante qui était probablement dissoute dans cette molécule. Je n'avais pas compris que la simulation se faisait d'évaluation. Ok, donc ça c'était l'histoire de l'anosmie. Prix du capteur. Alors le capteur seul, il vaut c'est de la centaine d'euros, donc c'est moins que 1 000 euros. Et le capteur packagé, lui, c'est plutôt plusieurs milliers d'euros. À nouveau, moi, je suis pas de la, voilà, moi, je suis pas des services commerciaux, je pourrais pas vous renseigner sur le prix exact. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ordre de grandeur, c'est ça, c'est que c'est plusieurs centaines d'euros pour le capteur seul et c'est plusieurs milliers d'euros pour les appareils. Voilà. Merci Romain pour les réponses à ces questions et puis pour cette présentation très intéressante qui a suscité énormément de questions, comme on a pu le voir. On va clôturer ici le webinaire. J'en profite pour vous dire que le mois prochain, on aura une autre intervention avec Gérard Pourreau qui viendra nous parler de ses travaux. Donc, je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde et puis on mettra en ligne dès qu'on l'aura la présentation pour que vous puissiez la diffuser et la regarder en temps différé.
Merci Voilà, beaucoup à bonne tous et journée à tout merci le à vos monde questions. et au revoir. Merci au GDR et merci pour toutes vos questions. Voilà. Merci, au revoir.